Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Étudier une réalité sociologique quelconque, un phénomène, une pratique, un système, un processus, une carrière, une maladie, requiert une démarche méthodologique rigoureuse assortie d'un travail de terrain. L'approche du terrain se construit au gré des avancées, des freins, des difficultés, des limites, des possibles et ou des impossibles. C'est une entreprise laborieuse qui nécessite diverses stratégies méthodologiques liées au recueil de données, à l'analyse et surtout à l'interprétation de résultats. Dans cette optique, le chercheur est généralement surpris par les vagues de l'enquête à la manière d'une mer agitée. À certains moments, il escamote ses résultats avec audace. À d'autres périodes, il demeure inactif et parfois inerte. Mais quand il astique et met en place les multiples armes du batailleur, ou qu'il exploite les conseils pratiques signalés par-ci par-là dans ce guide méthodologique comme dans bien d'autres, il finit par dompter les réalités du terrain souvent insaisissables. Quoique prétendument finis et déposés pour appréciation, certains travaux académiques, mémoires, travail de fin de cycle, travail de fin d'études, portent encore les stigmates d'œuvres abandonnées à mi-parcours. Ces monographies accusent des lacunes d'analyse et ou d'interprétation. Faudrait-il rappeler leurs auteurs pour la plupart déjà diplômés, afin qu'ils reviennent sur leur production et qu'ils puissent honorer ces dettes scientifiques ? Malheureusement, les instructions académiques ne le permettent pas ou elles demeurent simplement taciturnes. L'intérêt n'est plus de les rappeler pour qu'ils assument ces ratés, mais d'armer les nouveaux chercheurs ou ceux qui marquent leurs premiers pas dans cette aventure de collecte et d'analyse de données, de sorte à ne plus travailler à la va-vite et qu'ils reprennent ces deux activités. Il importe donc de finaliser, voire parachever, ces deux moments essentiels. Cet opuscule peut ainsi être pensé comme une grille fournissant des réponses aux nombreux appels à l'aide formulés par les apprenants, les chercheurs juniors ou seniors confrontés aux incertitudes dues à la collecte et l'analyse de données. Cette grille vise à les aider à mener une recherche qualitative résistant aux aléas de terrain et contournant les impasses de la recherche empirique. Ainsi ce petit ouvrage conduit-il à rédiger le dispositif de collecte de données en opérant un choix judicieux des techniques utiles et justifiées, pour amasser les informations suffisantes et pertinentes orientées vers la compréhension de la question de recherche retenue. Collecter les matériaux empiriques proprement dits, et produire un compte-rendu de terrain assorti des notes descriptives, méthodologiques et théoriques, constituer un corpus empirique fiable, effectuer une analyse exhaustive sur les matériaux empiriques recueillis au moyen de lecture, du découpage des matériaux textuels en distribution ou en unités de sens, de l'encodage en se servant ou non des logiciels d'analyse appropriés, s'armer de techniques de la pratique de l'analyse, rentabiliser les directives ou les conseils face aux multiples angoisses déstabilisatrices que soulèvent la récolte et l'analyse de données, en sélectionnant diverses recettes méthodologiques pour surmonter cet aspect psychologique, exploiter les stratégies méthodologiques pour contourner les difficultés inhérentes à la collecte et à l'analyse de données. 01 de la méthodologie théorique à la méthodologie pratique. Dans l'énoncé de la partie méthodologique en rapport avec les résultats de terrain, les chercheurs juniors, voire seniors, habituent les lecteurs avec de multiples définitions des outils mis à contribution lors de la récolte et de l'analyse de données. Cette panoplie définitionnelle des concepts, entretien, observation, récit de vie, entrevue conversationnelle, analyse thématique, théorie fondée, s'étend sur des pages interminables. Ayant défini la terminologie méthodologique, le chercheur se console et s'installe dans une tranquillité ineffable. Mais il n'étale qu'une méthodologie théorique,
qui ne permet pas de se rendre compte de ficelles cousues en la matière. Cette méthodologie ne se limite qu'à la simple approche définitionnelle de concepts, qui retrace uniquement le faire du chercheur. Il importe de s'affranchir des inlassables définitions des outils, et de ne pas prétendre se borner exclusivement à rapporter l'approche méthodologique ou les richesses de sa mise en œuvre. Il est plutôt impérieux de décrire ce que l'on a planifié et expérimenté lors du contact avec le terrain de recherche. La véritable tâche revient à présenter autrement les implications méthodologiques. Pour ce faire, 4 verbes, préparer, récolter, analyser, interpréter, s'imposent dans cet exercice de méthodologie pratique. Ces 4 verbes fonctionnent dans un huilage processuel. Autrement dit, ils cultivent des liens entre eux et de possibles entremêlements. Préparer la recherche empirique suppose un travail exploratoire à la fois en vue de préciser les objectifs de la descente sur terrain, d'orienter le choix des outils de récolte de données, de cibler les acteurs ou les organisations, de sélectionner utilement les techniques convenables à leur analyse. Il est également utile de penser aussi la manière d'approcher le terrain, d'étudier les avantages et les aléas d'entrée sur terrain via telle catégorie d'acteurs ou telle autre, d'examiner les divers moyens de contournement de blocage éventuels ou quand l'on affronte les difficultés de différents ordres. La préparation de la récolte de données nécessite donc de prévoir les multiples dispositifs indispensables des outils de recueil de données, des entrées possibles, des voies pour juguler les aléas de terrain, des adaptations-réadaptations aux changements brusques, inattendus ou aux faits imprévisibles. Récolter les données ou recueillir les données ? On ne récolte pas là où on n'a pas semé, dit-on. Mais le chercheur récolte là où il investit ses efforts pour déterminer comment entrer sur le terrain, de quelle manière y rester le plus longtemps possible au bénéfice de l'acquisition des savoirs du terrain, et de quelle façon en sortir, avec de possibles retours aux fins de compléments informationnels. La recherche scientifique, en général, et la collecte de données en particulier, est une praxis de bricolage utilisant des pièces éparses, des puzzles pour construire, déconstruire, reconstruire un fait étudié, décrire et ou expliquer un phénomène objectivable, rendre compte de la manière de faire des acteurs ou des résultats. Les données sont en fait des puzzles dont l'assemblage en une forme compacte est tributaire de la jonction de plusieurs paramètres, séjour sur terrain, suivi des faits épisodiques, exercice de rapprochement, des recoupements, car les données de terrain ne se construisent pas en filigrane ou dans une démarche linéaire, mais dans une pratique tortueuse, épisodique. Les impasses ainsi que les aléas sont ces lots quotidiens dans une pratique d'aller-retour théorique, épistémologique et empirique. La collecte de données, une opération cruciale, consiste à rassembler des informations provenant des sources aussi diverses que variées, aussi complètes que riches, en vue de comprendre une question ou un phénomène en étude. Pour ce faire, les matériaux réunis doivent permettre une vue d'ensemble claire, l'intérêt étant de répondre pertinemment à la question de recherche. Analyser les données impose successivement la compréhension du moment de déclenchement de ce processus, la sélection des techniques ad hoc pour questionner les masses de données en commençant par leur organisation ou leur encodage, le décryptage de leur contenu ou leur décodage et en terminant par le repérage de leur contribution à la compréhension de la question de recherche étudiée. C'est le lieu d'effectuer l'interprétation des résultats obtenus. C'est cette étape qui permet la restitution du travail empirique. L'analyse du matériel empirique suppose de laisser parler les données dans leur profondeur pour extraire le fondement, le fonctionnement, les conséquences, les implications, du fait étudié tout en prenant diverses précautions stratégiques et opérationnelles. À ce propos, Amblard, Bernoux, Herreros et al. 2005/192, estiment que les multiples modèles de lecture fragmentent l'objet d'étude au point de ne plus rendre compte de sa cohérence globale. Ainsi le réel résiste à l'analyse et, comme toujours dans de pareils cas, ce n'est pas le réel qui court le risque de se dissoudre mais les supports d'analyse en question. Les résultats, à restituer, sont à la fois inférés à partir de l'analyse et de l'interprétation de données et présentés à l'aide d'une théorie émergente du matériel empirique, celle-ci étant considérée comme une clé de lecture de données. À travers ces 4 verbes, préparer, récolter, analyser, interpréter, la recherche apparaît donc comme une praxis de bricolage. Il s'agit d'affûter les outils, les postures, les positionnements, les angles, les entrées,
les effets pervers des entrées ou des positionnements, les sorties, les outils de questionnement de données, le codage des matériaux empiriques. Récolter les informations de terrain comme les analyser, est une expérience singulière émancipée de la décalcomanie, du pastiche, des copier-coller. Plus singulièrement, les chercheurs juniors s'adonnent au copier-coller. En se livrant à cette loi du moindre effort, ils ne profitent guère des opportunités du terrain pour apprendre suffisamment et par ricochet, ils révèlent délibérément au lecteur les pauvretés d'un terrain inexploré ou gauchement exploité. Et fort malheureusement, les chercheurs qui accusent cette lassitude préparent des recettes dont les goûts demeurent fades, amers. Cette décoction indigeste inhibe les efforts de compréhension de l'empiricité à travers l'approche processuelle. 02 Dissiper les peurs d'affronter les réalités du terrain, les angoisses du commencement. Quand le chercheur se décide à entamer une recherche de terrain, il bute généralement aux premières difficultés qui peuvent engendrer des angoisses du commencement. Des questions du genre abondent et surabondent. Par qui dois-je passer pour recueillir les informations en lien avec ma question de recherche ? Où dois-je aller pour commencer à recueillir les données utiles ? Que puis-je faire pour contourner le refus possible d'approcher le terrain de collecte de données ? Quand puis-je déjà commencer à traiter les matériaux glanés sur le terrain ? Etc. Ces questions et bien d'autres semblables suscitent des angoisses, des peurs à l'abord du travail de terrain. À ce propos, Dumes 2015/32 signale que le jeune chercheur a l'impression qu'il est le seul à passer par ces affres. Ce n'est pas le cas. Quelque âge que l'on ait, le travail intellectuel produit cette difficulté angoissante du commencement. Si le chercheur ne lève pas des options salutaires pour braver cette attitude anxiogène qui le hante au début de la recherche, il risque de sombrer dans la paresse ou de perdre l'espoir de réussir la recherche ou même il peut traîner les pas au lieu de prendre immédiatement le taureau par les cornes. Pour ce faire, il faut préparer soigneusement le commencement, disposer de tout ce dont il faut pour pouvoir commencer, Dumes 2015/33. Il faut baliser le commencement, en vue d'activer le dispositif déjà construit ou en pleine construction. Certes, il ne demeure pas définitif. Plutôt, il sera à revisiter face aux débuts pragmatiques de la recherche, aux imprévus survenus, aux impératifs de remodelage de tel aspect méthodologique ou de tel autre. Bien souvent, les apprenants qui reçoivent le baptême de feu dans l'aventure de la recherche ne tardent pas à désenchanter face aux multiples embûches qui se dressent sur leur parcours. Ils ont l'impression de stagner, de sombrer dans les angoisses existentielles. Une frange de chercheurs qui ont goûté aux affres du travail empirique traînent aussi les pas pour ne pas expérimenter les horreurs du terrain. Les uns et les autres gèrent différemment leurs phobies. Un certain nombre d'apprenants s'investissent dans la quête de solutions par la loi du moindre effort. Ils recopient les données ou les résultats consignés dans les recherches antérieures et s'en approprient adroitement ou maladroitement. Il est surprenant de lire un copier-coller d'une étude menée à Lubumbashi, mais qui évoque par exemple la neige sur la montagne de Kawama. Quelle inintelligence qui se glisse même dans l'incapacité de copier intelligemment. La ville de Lubumbashi et ses alentours ne vivent jamais un climat tempéré pour avoir une quelconque neige sur la soi-disant montagne où en réalité, trône une simple colline. La décalcomanie ou le pastiche devient donc la règle d'or pour cette catégorie de chercheurs incapables d'affûter les bonnes armes méthodologiques pour affronter les affres empiriques. Il est impérieux d'éviter d'incongrues scientifiques de ce genre et de s'investir et se surinvestir dans un travail de terrain rigoureux. Car le terrain libère des hésitations, des copier-coller, des imprécisions. Il émancipe le chercheur qui l'a bien côtoyé. Le terrain prête les mots, les discours au chercheur. Le terrain rend à l'aise le chercheur dans sa posture quand il a suffisamment investi son milieu de recherche. Le terrain rassure, le terrain enseigne et renseigne. Bref, le terrain constitue un capital scientifique de multiples savoirs. Il est le coffre-fort des informations limpides, cachées, ésotériques. Dès lors, il vaut mieux dédramatiser l'enquête de terrain en vue de s'abreuver aux richesses incalculables et inattendues de ces données. 03 Enquêter les terrains sensibles. Certains terrains habituent le chercheur à collecter des informations avec moins de difficultés. Il se laisse facilement observer, en dépit de quelques embûches inhérentes à toute recherche empirique. D'autres terrains demeurent hermétiques à l'enquêteur, qui éprouve de la peine à les explorer.
Ainsi importe-t-il de saisir les sensibilités de chaque terrain pour déclencher diverses stratégies d'adaptation, de faire avec, ou de contournement, dynamique de déviation. Diverses sensibilités peuvent se présenter à travers les aspects ci-après. Le chercheur est considéré comme un outsider. Pour certains enquêtés sceptiques, l'enquêteur ou le chercheur fréquente un terrain pour détecter les pratiques des acteurs en vue d'une quelconque dénonciation. Il apparaît à leurs yeux comme un profilé de qui il faut se méfier, ou à qui il faut voiler les pratiques problématiques, illicites et illégales surtout. Cette méfiance oblige le chercheur à imaginer et à sélectionner des stratégies efficaces pour déconstruire leur appréhension. Il doit insinuer en eux l'idée selon laquelle il est sur terrain aux fins de la recherche scientifique, en veillant à ne pas s'adonner aux comportements négatifs qui renforceraient ce cliché. La mise en confiance des protagonistes de terrain s'impose à travers notamment l'explication de sa recherche, revêtue du désir de réaliser des conclusions scientifiques, et ou de formulation de recommandations dans le cas d'une étude interventionniste. Autrement dit, la méfiance envers le chercheur mérite une cure de désintoxication conceptuelle, cure qui empêche l'enquêté à fournir consciemment des données erronées, lacunaires, évasives, bien souvent éloignées de préoccupations scientifiques du chercheur. Dans certaines enquêtes socio-économiques menées dans les milieux proches de sites miniers dans la province du Lualaba, voire dans celle du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo, l'on a remarqué une réticence de certains chefs de ménage de discourir sur leur vécu quotidien. Ils estiment que ce serait une intrusion dans leur arrière-boutique. Face à cette méfiance traduite dans les discours et relayée par des réactions de refus ou d'enquistement, le chercheur doit déclencher de stratégies explicatives de sa recherche en vue de convaincre les sceptiques et de gagner leur participation active à l'enquête. Recours au discours ésotérique, usage de codes langagiers étranges aux chercheurs. Chaque milieu professionnel a ses usages, ses us, ses pratiques dont certains sont véhiculés dans un langage ordinaire. D'autres par contre, relèvent d'un langage codé. Parfois les pratiques problématiques se déroulent en s'appuyant sur les embrayeurs lexico-sémantiques du code ésotérique. En conséquence, la non-maîtrise des outils communicationnels peut constituer des entraves au décryptage des discours enregistrés ou entendus sur terrain. On peut bien capter des discours sans malheureusement avoir accès à leur référentiel ou à leur symbolique. La saisie de sens s'impose donc à travers un permanent questionnement sémanticien des mots et des structures contextualisées par les enquêtés. Pour rentabiliser son séjour sur terrain, le chercheur doit s'imprégner des codes qui y sont véhiculés. Ceux-ci sont construits des gestes, des mimiques, des physionomies, des brins de parole, des silences, des manières de s'adresser à un interlocuteur. À titre d'exemple, un étudiant qui se gratte la tête en vue de solliciter de son condisciple la réponse à une question difficile ou le fait de tousser afin de demander la réponse à une autre question. Tout cela nécessite une gymnastique intellectuelle portant sur le sens de différents aspects du langage articulé et du langage non articulé. Pour recueillir des informations en rapport avec ces codes, il faut s'informer de la signifiance de différents moyens langagiers et extralangagiers. Sinon certains signes seraient gauchement interprétés, ou simplement éludés dans l'effort de pénétration du sens de codes utilisés. Comment percer les différents codes des acteurs de terrain ? La mise en confiance des acteurs de terrain est un atout majeur à travers une immersion réussie dans leur univers vital ou professionnel. L'appropriation de codes langagiers élémentaires rassure quelque peu les acteurs de terrain et les encourage à livrer la signification des autres codes, parfois cachés au premier abord. Et l'utilisation de ces codes dans les répliques du chercheur raccourcit quelque peu la distance morale ou psychologique entre les informateurs et le chercheur. Les ressources linguistiques sont donc un adjuvant dans un contexte de recherche où les acteurs de terrain s'expriment ou non dans une des langues vernaculaires ou familières aux chercheurs, ou lorsqu'il recourt à d'autres codes extralinguistiques. Pour ce faire, le chercheur doit développer des compétences et ou des performances linguistiques, notamment être polyglotte, avoir la capacité de se frayer une place dans le plurilinguisme, qui lui permettent de passer aisément d'une langue à une autre, d'un code langagier à un autre, qui lui facilitent de comprendre les discours énoncés dans des langues que les acteurs de terrain pensent qu'ils ne maîtrisent pas. Des terrains parsemés de tant de risques, face donc à la dangerosité du terrain. Certains terrains de recherche présentent de nombreux risques pour le chercheur. Par exemple,
Dans le cas de la recherche menée dans les usines de Chituru, à Likasi, en rez-de-chaussée, sur la coproduction de la sécurité à l'épreuve de l'observation, Ngoye Mwens, 2009, on peut signaler différents dangers liés aux éléments géographiques et atmosphériques qui se présentent comme autant des risques pour le chercheur. L'air des usines est pollué par les émissions de la fumée ou du gaz d'acide sulfurique, provoquant une respiration suffocante même quand on se munit ou non de cache-nez, surtout lors de la préparation de cette solution chimique. Certains acteurs de terrain, qui durant une journée ont respiré cet air pollué, préfèrent consommer de la bière Simba pour réussir, disent-ils, à faire descendre l'amas de gaz qui résiste au niveau de la gorge ou de l'estomac et à dégager ce gaz. Le sol sur lequel sont installées les usines de Chituru est jonché d'épaisses couches de poussière des minerais. Le terrain est boueux pendant la saison de pluie et extrêmement poussiéreux pendant la saison sèche. Cette boue et cette poussière usent rapidement les chaussures non adaptées aux mines ou laissent trouer le bas du pantalon. Par précaution, il est utile de porter des bottes. De même, les drains sont menacés par les érosions, d'où la présence des ravins. D'autres nombreux risques guettent le chercheur: glisser, tomber, échouer dans un trou ou dans un drain mal couvert ou laissé à ciel ouvert. Par conséquent, lors des observations ou des interventions nocturnes, il convient de maîtriser la géographie du terrain de recherche et savoir où poser son pied avec sécurité. Le dit terrain d'observation est dangereux, surtout du côté estacade, où l'on avait déversé des minerais rougeâtres riches en uranium, saisis au temps des enquêtes menées par la police minière sur le site de Chinkolobwe, du côté du territoire de Kambove, dans la circonscription du chef coutumier Mukumbi. Cet endroit était banni de fréquentation. Il s'y déroulait cependant des interactions qu'il était difficile d'observer. Observer les actions et les réactions des acteurs dans un tel univers à haut risque devient un casse-tête pour le chercheur. Dans sa boîte à outils, il opte pour effectuer ses activités dans une zone de faible risque pour lui, et d'observer à distance les interactions en cours dans ces lieux dangereux. Certes, certaines observations peuvent être tronquées de certains éléments essentiels, des détails importants. Mais le chercheur recourt à une autre technique de récolte de données, l'entretien notamment, pour combler les lacunes causées par l'inaccessibilité de certains postes d'observation. Par ailleurs, certains terrains présentent des risques lorsque les observations sont menées nuitamment. D'une part, les observations nocturnes sont pénibles parce que la résistance au sommeil est un sacrifice. Et d'autre part, elles sont dangereuses parce que la nuit est un moment d'intense intervention pendant lesquelles les agents de sécurité peuvent faire crépiter des balles de sommation, engager des mises en fuite ou entreprendre la chasse aux intrus. À leur tour, ceux-ci peuvent riposter en utilisant ou non des armes blanches ou en injectant aux imprudents agents de sécurité de l'acide sulfurique conservé dans des seringues, quand ils ne sont pas protégés par des militaires ou des policiers complices, d'autres unités. Les risques d'accident guettent également les gardiens des installations et leurs éventuels accompagnateurs. Sous l'impulsion du complexe de protection, un intrus peut se méprendre sur le réel statut du chercheur, le prenant pour un gardien de sécurité lancé à ses trousses. Dans ces conditions, le chercheur évalue sa possibilité d'observer dans telle intervention policière et non dans telle autre. Et des acteurs ayant été témoins des événements lui rapportent l'essentiel des interventions nocturnes. Pensez l'accoutrement du chercheur. L'accoutrement du chercheur peut impacter le déroulement des faits sur terrain, et ipso facto dénaturer la scène à observer ou les discours à collecter. Dans un milieu des exploitants miniers artisanaux, creuseurs, par exemple, le fait de se présenter en une belle veste peut conduire ces acteurs à la retenue, estimant que ce chercheur représenterait une autorité qui va les épier. Le contraire est aussi possible dans un milieu professionnel animé par des hommes d'affaires, où le chercheur se présente en tenue déclinant toute sa misère académique. Au cas par cas, il demeure important d'arborer une tenue qui ne froisserait pas les acteurs de terrain, ou qui contribuerait à élargir le fossé entre le chercheur et eux. C'est pourquoi il vaut mieux éviter des accoutrements trop fantaisistes, ou ceux qui caricatureraient le chercheur. Autant il met beaucoup de soin à la tenue vestimentaire, autant il doit également adapter sa démarche aux habitudes des milieux de recherche dont les cultures en ces domaines sont variées. Si les uns exigent un habillement décent et digne, les autres admettent des tenues négligées, parfois frisant la pudeur ou énervant certaines normes sociales ou morales.
L'accès aux données sensibles, cachées, demeure un casse-tête. Il est des milieux professionnels dans lesquels certaines données sont gardées top secret, voilées ou faiblement partagées. Toutes les catégories professionnelles de ces organisations n'y accèdent pas d'ailleurs. Seul un nombre restreint détient le code d'accès. Ces informations ne sont généralement pas livrées au premier venu, ni au premier contact. Un séjour assez long sur terrain doublé d'une mise en place de stratégies méthodologiques d'immersion, à travers la docilité, le calme, la sérénité, peut contribuer à les glaner sans frais ou symboliquement avec des pièces sonnantes et trébuchantes, l'argent comme valeur d'échange ou de troc. Quand des acteurs de terrain sont calculateurs de leur intervention dans la collecte de données. Certains acteurs de terrain monnaient leur intervention à la collecte des informations dont ils sont détenteurs. Ils estiment que le chercheur capitaliserait, d'une manière ou d'une autre, les matériaux empiriques collectés. D'autres traînent le pas, et n'expriment pas clairement ce devoir de retenue. Des gestes pécuniaires discrets, sporadiques à leur endroit contribuent à déblayer les embûches parsemées sur la voie de la collecte de données, intervention de dons et de contre-dons. L'enquête de terrain se construit avec des acteurs qui partagent différentes motivations. Participer prodéo à la recherche, rentabiliser sa participation, gagner une quelconque considération ou bénéficier d'une estime de soi. Les acteurs ambivalents dans les milieux de recherche. Il est des terrains qui allient le formel et l'informel, d'autres terrains où les acteurs jouent des rôles ambivalents parfois contradictoires. Exemple, ils volent les produits miniers qu'ils sont appelés à protéger. Ils peuvent se comporter de telle manière que le chercheur puisse observer une calotte de l'iceberg, parfois la partie positive de leurs actions et réactions en voilant délibérément leurs pratiques problématiques. Un premier effort est de détecter ces actions ou de comprendre que le chercheur est en présence de ce mode de fonctionnement, et un second est de mettre un dispositif utile pour observer au-delà de limites imposées, façonnées par les enquêtés, surgir dans ce milieu sans préavis, faire semblant d'observer ou d'avoir enregistré les discours entendus, jouer au distrait éveillé. Des terrains avec des acteurs socialement fragilisés, traumatisés, déshumanisés. Dans les milieux où vivent des acteurs de terrain ayant été victimes des tortures morales ou physiques dues aux diverses circonstances, guerres, massacres, viols, tortures, accidents, éruptions volcaniques, inondations, leurs discours sont quelque peu aphones ou rarissimes, ou bien ces acteurs s'expriment simplement à bâton rompu. Profondément humiliés ou déshumanisés, ils ont l'impression, quand ils veulent porter un discours sur leur vécu sociétal, de rouvrir les blessures parfois à peine cicatrisées. Le chercheur use alors de la patience, d'actes de compassion, de la mise en confiance réussie pour que leur langue se délie aux fins de discourir sur leur vécu, leurs expériences, leur trajectoire de vie. Des terrains caractérisés par le clivage entre riches et pauvres. Certains milieux de recherche se caractérisent par une dichotomie entre riches et pauvres. Ce clivage socio-économique peut susciter certaines réticences, surtout dans les chefs de nantis. Ceux-ci manifestent souvent leurs réserves, leur méfiance, voire une résistance envers le chercheur. Celui-ci doit cerner ce blocage et ses contours en vue de le contourner en veillant à expliciter sa thématique de recherche aux fins scientifiques, ou en recherchant la contribution d'autres individus du même statut social afin d'atteindre les réticents, ou encore en imaginant d'autres possibles voies de contournement de cette difficulté. Les enquêtés frappés par une certaine précarité accueillent souvent les enquêteurs ou les chercheurs sans beaucoup de tergiversation. Mais cette facilité peut cacher sournoisement une possible demande sociale en termes d'assistance pécuniaire, de pourboire, de PER diem. Il apparaît donc que cette acceptation aisée du chercheur n'est pas gratuite. Ils attendent du chercheur qu'il pose un acte de bienfaisance envers eux, souvent démunis d'expédients élémentaires. Des terrains estimés sensibles, mais qui ne sont sensibles que dans les représentations. Dans le chef de certains acteurs de terrain, leurs milieux professionnels sont considérés comme étant hermétiques à la recherche scientifique. C'est notamment les milieux policiers ou les services de renseignement. Ces acteurs pensent et croient que le chercheur est un intrus dans leur vécu quotidien, dans leurs secrets, leur intimité profonde, leur arrière-boutique. Ils construisent toute une représentation axée sur l'inaccessibilité aux outsiders. Le chercheur doit penser des stratégies solides pour déconstruire intelligemment cette manière ad hoc, en vue d'encourager les protagonistes de ces milieux à s'exprimer, à porter ouvertement des discours sur leurs pratiques, actions et réactions.
Autrement dit, les milieux sensibles sont aussi perméables à la collecte de données lorsque le chercheur s'arme des ingrédients stratégiques et méthodologiques utiles. Par ailleurs, certains terrains sont astreints au respect de leurs usages, de leurs prescrits sociaux. Dans un certain microcosme social, pour s'entretenir avec une épouse par exemple, il faudrait décrocher au préalable l'aval de son mari, faute de quoi la scène de recherche risque de tourner aux écarts de langage ou au refus catégorique et sans appel de son mari. Dans cette sphère, le chercheur doit se laisser informer et il doit observer scrupuleusement ce prescrit social, sinon l'enquête de terrain pourrait se solder variablement en coups et blessures, en altercations physiques ou verbales entre les partenaires des enquêtés et le chercheur, en scène de violence à l'endroit de ce dernier. Les entrées informelles ou les entrées formelles peuvent biaiser la collecte de données. Dans une organisation donnée, dans un milieu professionnel, licite ou illicite, l'enquêteur opte pour une entrée formelle ou informelle dépendamment de la réduction. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.